On repart donc avec Xavier Caïtu-Colli, fondateur maintenant de Verso Énergie. Donc Xavier, faut dire un mot à ceux qui ne suivent pas l'énergie. Donc tu es le fondateur, cofondateur de Direct Énergie. 2003. Combat de dingue. Tiens, juste, parce que je cite assez régulièrement l'exemple et je ne me souviens plus du temps que tu as mis. Je crois que c'est à Landivisio. Landivisio, dans le Finistère, entre le premier projet donc, de centrale à gaz et le premier kilowatt qui est sorti de la centrale. Ah, c'est dingue. Combien de temps 10 ans. 10 ans. 10 ans, le projet, on a déposé les permis en 2011. La centrale a été mise en service. On avait déjà, Total avait déjà racheté Direct Énergie. C'est ça. La centrale a été mise en service, heureusement, à point nommé, juste avant la crise du parc nucléaire. Et donc, heureusement, elle a permis non seulement à la Bretagne d'assurer sa continuité d'approvisionnement, mais également à la France. 10 ans, une centrale. C'est quand même un truc de dingue. Parce que c'est un sujet, puisqu'on va parler d'hydrogène ensemble, et tu vas nous expliquer ta nouvelle aventure, mais ce sujet, à un moment, d'une France des normes, qui doit essayer de s'alléger un peu et permettre d'accélérer dans la construction des équipements nécessaires à la décarbonation de l'économie, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un sujet industriel au sens large. Pour la réindustrialisation, il faut être capable de construire des usines rapidement. Mais c'est aussi un sujet... La France est un pays des dogmes. Et on ne sait pas réconcilier les dogmes les uns avec les autres. Nous, on construisait à Landivisio une centrale à gaz. Une centrale à gaz, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout simple, c'est une technologie. Il y a des centaines de centrales à gaz à travers le monde. En général, on met 24 mois à la construire. Nous, on a mis plus de 10 ans. Mais parce que il y avait en permanence des arbitrages politiques. C'est du gaz, peut-on pousser, ralentir? Et donc, un jour, un ministre t'accélère, un jour, il te ralentit, un jour, il dépose il te donne une des autorisations dont tu as besoin, il te refuse l'autre, parce qu'on est en permanence tiraillé entre des dogmes. Chacun se croit obligé d'être le procureur d'une technologie et l'avocat d'une autre. Et donc, quand tu es pro-nucléaire, tu es contre le gaz. Quand tu es pro-renouvelable, tu es contre le nucléaire. Voilà. Et donc, tout ça, ça a pesé également sur ce projet. Pas que les normes, les dogmes également, oui. Ouais, et puis je vais appeler ça la base politique, quoi. Bien sûr. Voilà. Oui, Bien sûr, un moment. Mais ça, on en parlera à la fin. Je vais garder absolument 2-3 minutes pour ton regard d'entrepreneur sur cette fameuse commission d'enquête sur la souveraineté énergétique. Parce que, je crois que même toi, je pense que tu as été surpris par ce qu'on y a appris, ce qu'on y a découvert. Bon, mais revenons sur Verso Énergie. Donc, c'est l'équipe de Direct Énergie qui recommence, finalement, le Same Player Shoot Again, avec l'hydrogène cette fois-ci. Mais oui. Pas tous, il y a un cofondateur avec toi, et il y a surtout Jacques Veyrat, Impala, etc. Jacques Veyrat via Eiffel Investment Group, qui est un fonds d'investissement extrêmement impliqué dans la transition énergétique, un de mes anciens actionnaires chez Direct Énergie. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler ensemble, c'est bien de remettre le couvert et de repartir sur une nouvelle aventure disruptive comme celles de Verso Énergie, qui est un énergéticien 4.0 si. Alors on va y aller définir, mais d'abord juste comme ça, parce que moi j'aime les entrepreneurs. C'est-à-dire que ça te démange, quoi. C'est-à-dire tu vends Direct Énergie, c'est quand même. Enfin, encore une fois, mesdames, messieurs, il faut se replonger dans le climat qui était celui du début des années 2000, se lancer dans une telle aventure. EDF surpuissant, mais à quoi tu joues? Mais c'est même pas la peine de regarder. Et puis, réussir ce tour de force, à la fin, réussir à vendre à Total. Voilà, tu aurais pu être un investisseur. Un rentier. Un rentier, exact. Il y a deux types dans le monde. Les rentiers, les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'il dit, Ulysse? Vivre auprès des miens le reste de mon âge, tu vois? Voilà, tu aurais pu vouloir faire ça. Oui, je pense que c'était pas dans mon mindset et c'était pas dans mon logiciel. Donc je suis reparti sur des choses que je sais faire, l'entrepreneuriat, l'énergie et Verso, c'est un peu la conjonction des deux. Alors, tu dis, on est entré dans une nouvelle phase de la transition énergétique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience? Alors, non seulement il y a une prise de conscience, non seulement il y a une accélération, mais surtout, il va falloir la faire différemment, la transition énergétique. La première phase, les 20 dernières années, si tu veux, on a
installer des nouvelles technologies éoliennes, photovoltaïques, largement subventionnées parce qu'elles n'étaient pas dans le marché. Au début entre 2005 et 2008, produire un kilowattheure ou un mégawattheure avec du solaire, ça coûtait 400 € le mégawattheure. Aujourd'hui, dans les zones très ensoleillées, ça vaut $30. Voilà, donc il y a eu quand même une transformation. Mais divisé par 10. Oui. Sur 10 ans divisé par 10. Voilà, mais c'est pas exactement les mêmes ratios sur l'éolien, mais globalement, ces technos ont beaucoup évolué, mais on les a installés partout dans le monde, et notamment en France, de manière largement subventionnée. Et ce sont les développeurs qui ont fait ça. C'était des développeurs. Ils avaient une sorte de métier qui ressemble à un métier de promotion immobilière. Ils cherchaient du foncier, ils développaient des projets, et ils avaient un contrat long terme avec EDF, une signature publique qui garantissait un prix fixe sur 20 ans. Tu fais du levier, 90% de dette, et tu passes au parc suivant, mais tu n'es pas un énergéticien. Parce que tu encaisses des loyers, tu vends ton électron, mais que ce soit un électron ou n'importe quoi. Oui, mais en même temps, c'est la collectivité qui profite aussi assez largement des équipements que tu construis quand même. Oui, exactement. On est d'accord. Même si ça a pu se faire de manière un peu anarchique, à droite à gauche, mais voilà. Et c'est le rôle du public d'organiser ça. De financer, tant que les technologies ne sont pas dans le marché, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas compétitives, de les préfinancer. Aujourd'hui, non seulement ces technologies, elles sont compétitives, mais en plus, elles arrivent à un stade où quand on a 15% du mix qui est subventionné, on ne peut pas se dire « je vais continuer à subventionner 30, 40, 50% du mix électrique ». Et donc, il faut trouver une manière de commercialiser son énergie. Et donc, les nouveaux acteurs de la transition énergétique doivent être des énergéticiens qui ne se préoccupent pas simplement de trouver du foncier et de vendre à EDF ou à n'importe quel acteur public à travers le monde. Ils doivent s'occuper de leur électron. Et donc le vendre sur le marché, le vendre à des clients sur des termes plus ou moins longs, ou bien combiner les actifs les uns avec les autres, leur production d'électrons, leur site de stockage éventuel, batterie, leurs électrolyseurs, s'ils veulent se dire, il y a en plus des technos qui vont venir disrupter cette transition énergétique, allons-y, utilisons. Et donc les c'est intéressant. Et, voilà, et c'est toi, en fait, qui va devoir faire tous les arbitrages avec ton argent. C'est ça qui fait toute la différence, c'est ce que tu expliques par rapport, à la séquence précédente. À des séquences où Séquence précédente dont il faut quand même préciser, parce que c'est vrai que moi-même, j'avoue, je bats ma coulpe, j'ai beaucoup tapé sur ces systèmes de subvention, sur les déséquilibres que pouvaient créer ces systèmes de subvention. Bim, arrive la guerre en Ukraine. Bim, arrive le prix de l'électricité spot qui monte à 1 000 € le mégawattheure. Et l'ensemble de ces énergéticiens qui avaient beaucoup récupéré de la part de l'État, ils ont beaucoup rendu à l'État. Ils ont quasiment remboursé. Et ben voilà. Et c'est en 2023, 13 à 15 milliards d'euros qui vont être versés par l'ensemble de ces entrepreneurs. Ça, c'est la démonstration d'un truc extrêmement important en matière d'électricité. L'électricité, elle n'est pas stockable. Ce qui est stockable, c'est la capacité de production. Exactement. Et la sûreté du système, la sécurité d'approvisionnement des consommateurs, elle tient dans la diversité du mix. Voilà. Si tu fais comme les Allemands et que tu te reposes que sur le gaz, eh ben on te coupe le tuyau, t'es mort. Si tu fais comme on a fait un petit peu, où on se repose massivement, exclusivement sur une seule série de centrales nucléaires, il y a un problème sur l'une des centrales, on l'a sur toutes, on est mort. Et donc, en matière d'électricité, la diversité est clé. Et c'est pour ça que les gens qui tapent sur le renouvelable parce qu'ils sont pro-nucléaire, qui tapent sur le nucléaire parce qu'ils sont pro-renouvelable, n'ont rien compris. Moi, je suis pro-nucléaire, je suis pro-renouvelable, je suis pro tout ce qui permet au mix électrique d'être là quand il est nécessaire. Mais tu fais un choix sur l'hydrogène, là. Donc, Verso Énergie fait un choix sur l'hydrogène appuyé sur le photovoltaïque. C'est ça, le choix du truc. Pour deux choses. D'abord, parce qu'en matière d'hydrogène, il faut être intégré. On ne fait pas d'hydrogène si on n'a pas accès à l'électron. Donc il faut développer sa capacité à produire l'électron. Et l'hydrogène, parce que c'est une disruption majeure. Il y a un peu moins de 200 ans, le pétrole est apparu comme une énergie qui est inégalable et inégalée à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le pétrole a une concentration énergétique qui était unique. On trouvait 10 kWh, un peu moins, dans un litre de pétrole. L'hydrogène, dans 1 kg d'hydrogène, il y a 33 kWh, 3 fois plus. Donc, en termes de densité... Oui, mais attention, il faut aller le chercher, cet hydrogène. Il faut le produire, bien sûr. Ah bah oui. Et donc, autant le pétrole, tu creuses un trou, il sort.
l'hydrogène, il faut séparer la molécule d'eau et la molécule d'hydrogène, on est d'accord, enfin, d'oxygène et d'hydrogène. C'est d'électrolyse. Et comme le dit, je l'ai encore cité tout à l'heure, Jean-Marc Jancovici, elles s'aiment beaucoup quand même, ces deux molécules. Oui, voilà. Il faut 55 kWh pour faire 1 kg d'hydrogène et donc 33 kWh. Donc c'est vrai. Mais si on considère qu'on fait ça avec 1 kWh produit avec du gaz, bien sûr que ça ne marche pas. Exactement. Mais dans la pratique, si on a une grande diversité de sources de production d'électricité, si on a un certain nombre d'actifs de production qui, à certains moments, ont un coût marginal nul et sont disponibles parce qu'il y en a plus. Et sont excédentaires. Voilà, c'est ça. Le nucléaire la nuit, le photovoltaïque quand le réseau est saturé. Exactement. Le photovoltaïque en août, voilà. C'est utile. Et ces kilowattheures d'hydrogène, cet hydrogène-là, il a une densité qui est unique et qui, à mon avis, va complètement transformer le paysage énergétique de la décennie. Parce que c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête quand on parle d'électricité. Elle ne se stocke pas et surtout, tu ne peux pas envoyer plus d'électrons dans le réseau que le réseau ne peut en avoir. Tu peux avoir un blackout, que ce soit parce que tu n'as pas assez d'électrons ou parce que tu as trop d'électrons. Voilà, c'est un pilotage en permanence. Et effectivement, cette électricité excédentaire, il faut, voilà, et comme tu dis, coût marginal nul. Voilà. Donc c'est pas à ce moment-là 50 MWh pour 33, c'est zéro. De toute façon, il aurait été perdu. L'hydrogène a beaucoup d'usages qui vont bien au-delà de l'usage de l'électron. On l'utilise en chimie. Aujourd'hui, on consomme en France 1 million de tonnes d'hydrogène. Si on arrive à atteindre tous les objectifs du plan de la France en matière de production d'hydrogène à partir d'électrolyse, on n'arrivera pas à se substituer à cet hydrogène qui est produit aujourd'hui par vapocraquage du méthane. C'est ça. Et c'est-à-dire c'est la manière la plus émettrice de gaz à effet de serre. C'est l'hydrogène noir dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc non seulement aujourd'hui, en matière d'électrolyse, on arrive à produire un hydrogène qui est absolument vert, mais en plus, avec les coûts du gaz actuels et surtout le prix de la tonne de CO2 qui augmente et qui va augmenter, cet hydrogène, il sera compétitif. Donc, n'essayons pas, parce qu'on est, tu en citais un, mais il y en a d'autres, des procureurs, des technologies qu'on ne promeut pas, n'essayons pas de tuer le bébé avant qu'il soit né. Moi, je pense que l'hydrogène, c'est une formidable disruption, notamment parce qu'il a une densité énergétique considérable, et la France, en plus, tous les atouts pour être un territoire d'hydrogène. Parce qu'on peut espérer que grâce au parc nucléaire, on sera un territoire où on aura de l'électron. Voilà. Les Allemands, ils savent bien que leur hydrogène sera importé. Parce que les nouvelles capacités de production électrique en Allemagne, elles vont plutôt être fléchées vers les consommateurs pour se substituer aux centrales polluantes, gaz, charbon, etc. En France, on peut imaginer qu'on va enfin, on l'a compris, qu'on va enfin pouvoir développer notre parc nucléaire et réaccélérer. Et donc qu'on aura des centrales qui seront disponibles pour produire de l'hydrogène. Il reste 1 minute 30 malheureusement. Donc cette commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, toi, l'entrepreneur de l'énergie, quand tu découvres que des lois qui vont être au cœur de ta stratégie sont écrites comme ça sur des coins de table pour un accord politique à 2 balles. Non, c'est terrible parce que l'énergie et le mix électrique, ça engage le pays pour très longtemps, on vient de le voir, et on a fait l'inverse. C'est du long terme. On voit que les politiques n'ont géré que du court terme. C'est industriel et complexe. On a fait du café du commerce. Et c'est quelque chose qui est éminemment industriel. Et en fait, on a fait des dogmes et de la basse politique. Et donc, on n'a absolument rien compris. Et c'est triste de constater ça maintenant. Mais tu te dis pas, je suis fou de retourner dans ce système et de prendre des risques sur mes investissements qui vont être balayés comme ça, parce qu'à un moment, tel accord politique va porter atteinte à mes convictions. C'est pas nouveau, honnêtement, je le découvre pas fondamentalement aujourd'hui. J'ai écouté beaucoup de ces auditions, mais après c'est le rôle des entrepreneurs que d'être agile et de naviguer au milieu de cette réglementation qui est parfois mouvante. Et puis c'est notre rôle aussi d'évangéliser. Souvent on critique le lobbying en disant c'est affreux que les entrepreneurs, les entreprises aillent au contact des politiques. Or, c'est notre rôle d'aller les connecter au réel, les connecter aux problématiques industrielles. Et je pense que si il y a eu autant d'échecs industriels, prenons notre part aussi, c'est qu'on n'a pas été convaincants pour leur faire lever la tête et regarder loin au lieu de regarder de la basse politique. Maintenant, soyons positifs, l'avantage du séisme qu'on a vécu là, je pense que pour quelque temps encore, ça va nous rappeler qu'il faut regarder loin en matière de production électrique et de production énergétique. J'espère qu'on en a tiré des conséquences. Merci Xavier.